to Disney World! Cet artiste, visiblement ravi, vient de vendre une de ses œuvres pour plus de 69 millions de dollars. 69 million. Cette image digitale a été vendue à plus de 69 millions de dollars lors d'une vente aux enchères. Le mème le plus célèbre d'Internet a été vendu aux enchères pour plus de 500 000 $. La plupart d'entre nous appellera cela une vidéo sportive, comme il y en a des milliers. Seuls les plus connectés sauront qu'il s'agit d'un NFT, un jeton non fongible en français, pour lequel certains seront prêts à débourser plus de 200 000 €. Tu as peut-être déjà entendu à la télévision ou ailleurs les extraits que je viens de te passer. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi certaines de ces œuvres numériques apparemment totalement banales pouvaient être vendues pour des centaines de milliers, voire dans certains cas pour des millions d'euros? Lorsque ce genre de vente interviennent, les médias rapportent généralement le sujet en parlant naïvement d'artistes à la renommée exceptionnelle, avec un talent inouï, au point de te laisser croire que de riches investisseurs seraient prêts à débourser de leur poche des millions d'euros dans le simple objectif d'investir, ou bien d'avoir la chance de posséder une de ces fabuleuses œuvres dans leur portefeuille. Dans cette vidéo, je vais te montrer que la réalité n'est pas aussi simple et qu'il est tout à fait possible de blanchir des centaines, voire des millions d'euros via l'achat de NFT. Attention toutefois, je me garderai bien dans cette vidéo de faire des généralités et je n'aurai pas la prétention de te dire que toute transaction d'un montant anormalement élevé cache forcément du blanchiment d'argent, car ce serait très probablement faux. Cependant, après avoir regardé cette vidéo, je suis certain que tu adopteras un regard neuf sur le sujet et que, à défaut de pouvoir prouver que telle ou telle transaction cache un blanchiment d'argent, tu considéreras cette hypothèse comme étant tout à fait plausible. Alors installe-toi confortablement, je m'appelle JB et aujourd'hui on parle de blanchiment d'argent via l'achat de NFT, c'est parti. Pour bien comprendre les tenants et les aboutissants du sujet, j'ai commencé cette vidéo en te faisant un tour d'horizon rapide du blanchiment d'argent aujourd'hui. Le blanchiment d'argent, c'est un processus qui va consister à déguiser la provenance d'argent obtenu illégalement, soit via le trafic de drogue, la prostitution, les contrefaçons commerciales, la fraude bancaire, l'évasion fiscale, la corruption, etc., afin de faire croire que cet argent provient de sources légitimes. On dit souvent que les bénéfices générés par les activités criminelles sont de l'argent sale, parce qu'ils sont directement liés au crime. En fait, le blanchiment d'argent, ça devient vraiment nécessaire pour les criminels lorsque leurs revenus générés par leur activité deviennent beaucoup trop importants et qu'ils ne peuvent pas se permettre de garder des quantités astronomiques de liquide avec eux. Du coup, les criminels ont besoin de nettoyer l'argent afin qu'il paraisse légal et puisse être investi dans l'économie légale sans risquer de se faire repérer par les autorités. Le blanchiment d'argent, ça va donc consister à laver de l'argent sale pour en faire de l'argent propre. Il faut savoir que les sommes concernées par cette pratique illégale sont vraiment colossales. On estime qu'entre 740 milliards et 2 billions d'euros sont blanchis chaque année selon l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime, ce qui représente 2 à 5% de l'économie mondiale. Et ce chiffre atteindrait même 197,2 milliards d'euros uniquement au sein de l'Union européenne selon un rapport d'Europol datant de 2017. Alors quelles sont les différentes techniques de blanchiment d'argent ? Nous l'avons évoqué dans la partie précédente, la problématique de toute activité criminelle, c'est de savoir comment utiliser l'immense quantité d'argent sale sans éveiller la méfiance des autorités. Il faut aussi que les criminels répondent à la question de savoir comment dissimuler l'origine de cet argent. Pour répondre à cette problématique, les criminels utilisent de multiples méthodes de blanchiment d'argent. Généralement, la plupart des méthodes de blanchiment d'argent peuvent se découper en 3 étapes successives pour répondre à 3 objectifs distincts. La première étape, c'est une phase qu'on appelle une phase de prélavage, aussi appelée placement ou immersion. C'est une phase qui va consister à placer l'argent sale sur le compte d'une banque prestigieuse. La deuxième étape, c'est la phase de brassage, aussi appelée dispersion ou empilement. C'est une phase qui va consister à pouvoir justifier de l'origine des fonds ou à masquer cette origine en brouillant les pistes. Pour finir, la troisième étape est la phase d'essorage, aussi appelée recyclage ou intégration. C'est une phase qui va consister à investir l'argent sale dans l'économie légale et à en retirer des profits légaux. Généralement, les organisations criminelles font circuler les fonds obtenus illégalement dans le monde entier via plusieurs moyens, donc ça peut être des banques, des sociétés écrans, des intermédiaires, des sociétés de transfert de fonds, en vue de réinjecter cet argent dans des sociétés et économies légales.
Bien que les sommes concernées par le blanchiment d'argent soient très importantes, il est important de préciser que le blanchiment d'argent, c'est pas une activité isolée des activités légitimes. Au contraire, le blanchiment d'argent, ça se fait à travers les mêmes canaux qui sont utilisés par les acteurs légitimes, que ce soit dans le domaine de la finance ou du commerce international. En fait, le fait que les capitaux soient librement échangés à travers le monde, ça facilite le blanchiment d'argent, sans pour autant que les banques ou les sociétés de transfert de fonds, par exemple, cautionnent ce blanchiment d'argent, bien évidemment. Pour plus de détails sur les techniques usuelles de blanchiment d'argent, je te conseille le documentaire « Les techniques de blanchiment expliquées aux derniers citoyens honnêtes ». C'est un documentaire qui date de 2014, et même si certaines techniques ne sont plus à jour maintenant, je pense qu'il donne une bonne vision d'ensemble des techniques et des principes de blanchiment. Maintenant que ce tour d'horizon général a été fait, je vais maintenant parler plus spécifiquement des crypto-monnaies. Depuis plusieurs années, le blanchiment d'argent a vraiment connu un réel essor avec l'avènement des crypto-monnaies, que ce soit par exemple le Bitcoin, l'Ethereum ou le Monero. Pour rappel, en restant vraiment hyper concis, si vous ne savez pas du tout ce que sont les crypto-monnaies, il faut juste retenir que ce sont des monnaies numériques décentralisées, c'est-à-dire qui ne sont pas gérées de manière centralisée par des organismes tels que des banques par exemple. Ce sont des monnaies qui peuvent être achetées et vendues sur des plateformes d'échange. Par exemple, les deux plateformes d'échange les plus connues, c'est Binance et Coinbase. Et ces crypto-monnaies peuvent être stockées dans ce qu'on appelle des portefeuilles de crypto-monnaies. Et ce sont ces portefeuilles-là qui vont être stockés sur vos machines, donc que ce soit un téléphone, un PC, etc. Chaque portefeuille de crypto-monnaie possède une adresse unique qui va permettre d'identifier le portefeuille parmi tous les autres portefeuilles existants. Les crypto-monnaies ne sont pas utilisées que par les criminels, loin de là. Cependant, leur nature décentralisée et semi-anonyme rend les crypto-monnaies vraiment très attirantes pour les criminels. Pour illustrer mon propos, je vais me baser sur quelques diagrammes tirés du rapport de 2022 publié par une entreprise qui s'appelle Chain Analysis sur l'état de l'art du crime via les crypto-monnaies. Premier point à retenir du rapport, c'est que le crime organisé basé sur les échanges de crypto-monnaies a vraiment atteint un record en 2021 avec 14 milliards de dollars reçus par des adresses illicites. Pour rappel, une adresse correspond ici à un portefeuille de crypto-monnaies. Point à nuancer cependant, le crime organisé basé sur les échanges de crypto n'a pas énormément augmenté si l'on compare avec l'augmentation du volume de transactions totales en crypto. En effet, entre 2020 et 2021, le volume total de transactions en crypto a augmenté de 560% pour atteindre 15,8 billions de dollars de crypto échangés en 2021, tandis que, pendant la même période, le volume de transactions illicites n'a augmenté en comparaison que de 80%. Deuxième point intéressant du rapport, en 2021, il y a eu 8,6 milliards de dollars de crypto blanchis versus 6,6 milliards en 2020. Ça représente à peu près une augmentation de 30%. Là encore, l'augmentation reste relativement faible si on la compare avec l'augmentation du nombre total de transactions effectuées en crypto-monnaie. Et troisième point intéressant sur lequel je voulais revenir dans ce rapport, c'est que les activités de blanchiment d'argent sont vraiment hyper concentrées. En fait, 583 adresses sont responsables de plus de la moitié du blanchiment d'argent en crypto-monnaie, 54% exactement. Tandis que la très grande majorité des adresses liées au blanchiment, plus de 3,6 millions d'adresses, représentent seulement 4% du total de crypto blanchis en 2021. Après ce rapide tour d'horizon, on va maintenant s'intéresser à la méthode de blanchiment d'argent via les NFT. Comme on l'a vu dans la partie précédente, il existe énormément de méthodes de blanchiment d'argent différentes parce qu'il va exister une multitude de techniques de prélavage, de brassage et d'essorage. Dans cette vidéo, on va simplement expliquer un exemple de méthode. S'il y a des termes que vous ne comprenez pas pour le moment, ne vous inquiétez pas, je vais vraiment tout expliquer par la suite en détail. Donc vraiment, restez bien concentrés avec moi. Pour la génération de revenus, on va utiliser des logiciels malveillants qui vont faire ce qu'on appelle du minage de crypto-monnaies, qu'on va répandre sur le plus grand nombre d'ordinateurs possible. Ces ordinateurs vont alors être compromis, on va appeler ça un botnet, on va y revenir par la suite. Et lorsqu'on aura généré assez de crypto-monnaies, on va choisir les NFT comme méthode de prélavage. Je le rappelle, le prélavage, c'est la première étape du blanchiment d'argent. On ne va pas détailler dans cette vidéo les étapes de brassage et d'essorage parce que ce ne sont pas des méthodes qui sont spécifiques aux NFT.
Alors avant d'expliquer la méthode en détail, on va d'abord réexpliquer ce que sont les NFT et pourquoi ils constituent un très bon moyen pour les cybercriminels de blanchir des milliers d'euros d'argent. Tout d'abord, si vous n'avez jamais entendu parler des NFT, disons que les NFT peuvent s'apparenter à un format d'art numérique. NFT signifie Non-Fungible Token. Pour faire simple, créer un NFT, ça revient juste à adosser un certificat numérique unique sur une œuvre numérique afin de garantir son authenticité. Par exemple, si un artiste produit une œuvre digitale, disons cette image par exemple, il pourra choisir de mettre en vente cette image sur des plateformes d'échange spécialisées, des plateformes d'échange de NFT donc, qui lui fourniront un certificat d'authenticité pour son œuvre. L'ensemble de l'œuvre numérique et du certificat est appelé NFT. Ensuite, tout comme l'art traditionnel, le prix des œuvres NFT est en théorie complètement subjectif. A l'inverse d'une pizza qui a toujours un prix plus ou moins fixe par exemple, une œuvre d'art, comme un NFT, peut avoir un prix qui s'envole jusqu'à atteindre plusieurs millions d'euros. Cette envolée du prix peut alors s'expliquer par la renommée de l'artiste, le contexte de création de l'œuvre, etc., etc. C'est en fait ce caractère très volatile du prix des NFT qui est intéressant lorsqu'on cherche à blanchir de l'argent. Car on va le voir dans la suite de la vidéo, il est alors tout à fait possible pour un cybercriminel de gonfler artificiellement le prix d'un NFT sans attirer le moindre soupçon, puis de se servir de ce NFT dont le prix est artificiellement gonflé pour blanchir son argent. Commençons par le commencement. Si je suis quelqu'un d'honnête et que j'ai envie de générer de la crypto-monnaie par moi-même, je peux faire ce qu'on appelle miner de la crypto-monnaie avec un logiciel de minage. Pour rester simple, le minage de crypto-monnaie, c'est une étape primordiale qui va permettre de créer de nouvelles unités de crypto-monnaie. Les crypto-monnaies ainsi générées peuvent ensuite être stockées dans ce qu'on appelle des portefeuilles ou wallets en anglais. Le problème, c'est que le minage de crypto-monnaie, ça demande énormément de ressources de calcul. Si moi j'ai envie de miner de la crypto-monnaie sur mon PC, je dois avoir, selon la crypto-monnaie que je choisis, soit un très bon processeur, soit une très bonne carte graphique. Ce sont deux éléments qui sont présents dans votre PC. Lorsque des personnes honnêtes minent de la crypto-monnaie pour en faire un réel revenu pour eux, ils commencent généralement par investir d'abord des milliers d'euros en achetant des gros ensembles de cartes graphiques par exemple. On parle alors de rigs de minage. Alors maintenant, dans la suite de la vidéo, on va oublier ces méthodes honnêtes de génération de revenus et on va se placer dans la peau d'un cybercriminel. À ce stade de la vidéo, je suis obligé de vous faire un petit disclaimer en vous rappelant que cette chaîne YouTube ne promeut ou n'encourage aucunement de quelconques activités illégales. Toutes les connaissances que je vais partager dans cette vidéo, que ce soit la méthode, les liens, les noms d'outils, les noms de forums, etc., sont partagés dans un seul et unique but pédagogique. Donc s'il vous plaît les gars, soyez corrects. Je ne pourrai pas être tenu pour responsable des éventuelles conséquences que la mauvaise utilisation des connaissances que je partage dans cette vidéo pourrait engendrer. Ceci étant dit, je vais maintenant vous expliquer la méthode en détail. Ce sont des connaissances qui n'ont, autant que je sache, jamais été partagées sur YouTube. Du coup, dans cette partie, on va aborder beaucoup de notions, donc vraiment restez bien concentrés. Pour commencer, il faut bien comprendre qu'un cybercriminel n'a absolument pas envie d'investir autant d'argent pour miner lui-même sa crypto-monnaie avec son propre logiciel de minage, comme on l'a vu dans les méthodes honnêtes juste avant. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire en sorte de distribuer son logiciel de minage à d'autres personnes, au maximum de personnes possible en fait, pour utiliser la puissance de calcul de leur machine afin que toutes les personnes minent tous pour lui sa crypto-monnaie et lui génèrent des fonds. Le problème c'est que, évidemment, il faut que ces personnes ne s'aperçoivent pas qu'il installe son logiciel de minage sur leur PC, et sur la durée, il ne faut pas non plus que ces différentes personnes s'aperçoivent que le cybercriminel utilise leur PC pour miner sa crypto-monnaie lorsque ses victimes utilisent eux-mêmes leur machine. Par exemple pour regarder un film ou jouer à des jeux vidéo, etc., etc. Du coup, une définition avant de continuer. En fait, un ensemble de machines, que ce soit des PC, des serveurs, des smartphones, etc., contrôlés par un attaquant dans le but de mener des activités malveillantes, ça s'appelle un botnet. Et chaque machine compromise de ce botnet s'appelle un bot. En d'autres termes, ce que le cybercriminel cherche donc à créer ici, c'est ce qu'on appelle un botnet, et il cherche à le monétiser en installant sur chacune des machines de son botnet son logiciel de minage afin de générer des revenus en crypto-monnaie.
De nos jours, il existe vraiment des dizaines de méthodes pour répandre des logiciels malveillants, comme ici le logiciel de minage de crypto-monnaies. Je détaillerai ces méthodes dans une vidéo à part. Mais pour vous donner quelques exemples, une des méthodes répandues, c'est de joindre le logiciel malveillant avec des logiciels par exemple piratés ou des logiciels de triche de jeux vidéo, ce qui peut permettre, dans le cas du cybercriminel, d'obtenir ici des victimes avec de très bons PC. En particulier, durant toute la suite de la vidéo, on va considérer que le cybercriminel cherche à miner de l'Ethereum. C'est une crypto-monnaie dont la génération se fait via des calculs, via les cartes graphiques des machines. Par exemple, si le cybercriminel choisit de joindre son logiciel malveillant à un logiciel piraté ou un logiciel craqué, disons par exemple au hasard, ça va pouvoir lui permettre de toucher des victimes ayant probablement de très bonnes cartes graphiques, puisqu'il est nécessaire d'avoir une bonne carte graphique pour faire des montages de vidéos. Les victimes, d'abord attirées par le fait de télécharger un logiciel piraté, donc sans licence payante, vont alors se faire piéger lorsqu'elles vont exécuter le logiciel sur leur PC. En effet, en plus d'exécuter ici, les victimes vont également exécuter de manière invisible le logiciel de minage de crypto-monnaies sans même s'en apercevoir. Leurs machines seront donc compromises, on dira qu'elles deviendront des bots du botnet du cybercriminel. Maintenant, la réalité est plus complexe que simplement ce que je vous montre sur mon schéma. Il y a plusieurs problèmes de sécurité qui se posent avec cette situation que l'on va résoudre en introduisant des concepts de sécurité au fur et à mesure. Le premier gros problème avec la situation de mon schéma pour le cybercriminel, c'est que son anonymat est très faible. En effet, si le cybercriminel choisit de miner la crypto-monnaie directement dans cette situation et de récupérer tous les gains dans son portefeuille, il sera alors très facile de remonter à l'identité du cybercriminel. En effet, les transactions de la plupart des crypto-monnaies, comme le Bitcoin ou l'Ethereum, sont facilement traçables car toutes les transactions sont notées dans un immense registre partagé avec tous les utilisateurs que l'on appelle la blockchain. Du coup, pour augmenter l'anonymat du cybercriminel et réduire le risque que l'on remonte à son identité, il faut d'abord qu'il se mette en place ce qu'on appelle un serveur Command and Control. Dans le cas d'un botnet, comme c'est le cas ici, il s'agit d'une machine, d'un serveur, qui va lui servir d'intermédiaire pour contrôler l'ensemble des machines compromises de son botnet. De nos jours, en guise de serveur de Command and Control, les cybercriminels utilisent ce qu'on appelle des serveurs privés virtuels, aussi appelés VPS. Ce sont juste des machines virtuelles, je reviendrai sur la notion de virtualisation plus tard, donc ce sont juste des machines virtuelles louées par des hébergeurs sur Internet. C'est en fait comme si vous aviez un PC sur lequel vous vous connectiez à distance. Aujourd'hui, l'hébergeur de VPS le plus connu et utilisé par les cybercriminels s'appelle CrazyRDP, car il tolère les activités malveillantes. Du coup, comme je l'expliquais juste avant, c'est sur cette machine que l'ensemble des activités malveillantes de contrôle va avoir lieu. En fait, je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant pour la clarté de la vidéo, mais les logiciels malveillants de minage de crypto-monnaies sont systématiquement découpés en deux modules distincts. Vous avez un premier module qui va permettre d'écouter, de lister et de gérer en temps réel l'ensemble des machines compromises. Ce premier module est placé sur le serveur Command and Control, c'est-à-dire le VPS. Il est communément appelé Builder. Et vous avez un second module construit à partir du premier, qui est celui que le cybercriminel va essayer de répandre le plus possible sur les machines des victimes. C'est ce deuxième module qui va miner de la crypto-monnaie sur les machines compromises et communiquer avec le premier module pour envoyer par exemple les crypto-monnaies, mais aussi pour donner des infos sur les machines des victimes, savoir ce que les victimes font sur leurs machines, etc. Ce deuxième module est couramment appelé stub chez les cybercriminels. À l'heure où je fais cette vidéo, un des meilleurs logiciels de minage de crypto-monnaies sur le marché s'appelle PureMiner de l'utilisateur PureCoder. Il peut être acheté sur hackforums.net pour un peu moins de 200 €. Il va permettre de miner notamment du Bitcoin, de l'Ethereum et du Monero. Dans le cadre d'un botnet, comme c'est le cas ici, il est vraiment primordial que les victimes restent le plus longtemps possible compromises, c'est-à-dire que les différents utilisateurs restent le plus longtemps possible totalement ignorants de la présence du logiciel malveillant sur leur machine. Plusieurs facteurs peuvent mettre à mal ce dernier point. Le premier facteur sont les différents antivirus présents sur les machines des victimes.
En effet, si un antivirus détecte la présence du malware, du logiciel malveillant, alors il va très probablement détruire le stub et le nombre de bots du botnet va diminuer. Pour résoudre ce problème, certains logiciels malveillants sont dotés de capacités que l'on appelle des capacités de persistance, c'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte d'être réinstallés s'ils sont détruits par exemple. Cependant, dans l'immense majorité des cas, ces capacités de persistance ne suffisent pas. Il faut alors que le cybercriminel utilise un autre outil que l'on appelle un crypteur. Un crypteur, c'est un logiciel qui va avoir pour objectif de chiffrer le stub afin de le rendre indétectable ou FUD le plus longtemps possible des antivirus des victimes. On parle alors d'obfuscation ou encore que le crypteur obfusque le stub. Si je reprends l'exemple de PureMiner, le miner qui est en vente sur HackForums, dont je vous avais parlé juste avant, l'auteur vend également un crypteur qui s'appelle PureCrypter, en vente pour 60 $, qui est un outil qui permet de chiffrer les stubs provenant du builder de PureMiner. Ces crypteurs sont dans une certaine mesure assez efficaces et vont permettre de rester plus longtemps indétectés par les antivirus, parfois de l'ordre de 1 à plusieurs semaines. Cependant, en fait, rien ne va détrôner le chiffrage manuel effectué par des développeurs expérimentés. Pour que le stub reste indétectable le plus longtemps possible par les antivirus, plusieurs utilisateurs proposent leur service de chiffrement de stub. C'est le cas par exemple du service AV Nightmares de Big Stuart sur HackForums. Du coup, rapidement, pour faire une mini-synthèse sur le crypteur, à gauche, on a le programme que l'on souhaite chiffrer, donc ici le stub du cryptominer. Pour le chiffrer, on va utiliser au choix soit un outil qu'on appelle crypteur, ou bien un service de chiffrement manuel, qui est un service vendu par des personnes physiques. On obtient alors en sortie un programme chiffré qui sera alors rendu indétectable plus longtemps par les antivirus. Ici, le stub chiffré du cryptominer. Cependant, même dans le cas où les stubs sont chiffrés manuellement, au bout de quelques semaines généralement, les antivirus, qui évoluent constamment, parviennent à les détecter. Du coup, dans la vie réelle, les cybercriminels ne vont pas agir comme ça, ils ne vont pas répandre leurs stubs chiffrés directement aux victimes, ils vont utiliser un autre type de logiciel malveillant qu'on appelle des loaders. Des loaders, ce sont des logiciels qui ont pour objectif, lorsqu'ils sont présents sur des machines compromises, de télécharger d'autres logiciels malveillants sur ces machines. Je reprends depuis le départ pour que cela soit plus clair. Après avoir acheté un abonnement VPS auprès d'un hébergeur comme CrazyRDP, pour mettre en place son serveur de Command and Control donc, les cybercriminels achètent généralement des loaders. À l'heure où je fais cette vidéo, les deux loaders les plus répandus et utilisés par les cybercriminels s'appellent Amadei et SmokeLoader. Ils sont tous les deux vendus sur un forum russe très connu du milieu qui s'appelle exploit.im pour quelques centaines d'euros chacun. Une fois que le cybercriminel a acheté ce loader, il va l'installer et le configurer sur son serveur VPS. À la manière du logiciel de minage de crypto-monnaie, un loader contient lui aussi deux modules distincts. Le premier module reste sur le VPS et va permettre de surveiller toutes les actions, de lister toutes les machines et d'effectuer diverses actions. Et un deuxième module, le stub du loader, qui est un module qui va être, lui, répandu sur les machines des victimes. Pour les mêmes raisons que précédemment, le stub du loader est chiffré lorsqu'il est répandu pour éviter d'être détecté trop rapidement par les antivirus sur les machines des victimes. Lorsque le stub du loader est présent sur assez de machines, le cybercriminel peut utiliser une des fonctions du loader présent sur le module du VPS pour envoyer le stub chiffré du miner après avoir configuré le logiciel de miner sur son VPS. Pour récapituler, c'est donc le stub du loader présent sur les machines des victimes qui est responsable de rapatrier le stub chiffré du miner en le téléchargeant sur le PC des victimes. Avec cette situation, le cybercriminel a donc augmenté au maximum la persistance du stub du miner sur les machines des victimes et donc la durée de vie de ces bots. Je place également une remarque pour les plus techniques d'entre vous, n'hésitez pas à faire pause pour la lire. En fait, dans cette situation, les cybercriminels utilisent également en plus ce qu'on appelle des domaines bulletproof. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est assez technique. Ok, donc là, avec cette situation, c'est très bien, le cybercriminel a son botnet prêt à miner pour lui de la crypto-monnaie.
Mais le dernier problème auquel est confronté le cybercriminel dans cette situation, c'est encore une fois son anonymat. En fait, ici, la connexion entre son PC et le serveur VPS est dans cette situation trop peu sécurisée. Il faut donc que le cybercriminel ajoute des couches de sécurité supplémentaires pour avoir la configuration optimale. On va donc maintenant introduire 3 nouvelles notions. On va parler de VPN, du réseau Tor et de virtualisation. Un VPN, c'est un système qui va permettre de créer un tunnel chiffré et sécurisé, une connexion directe entre 2 machines distantes. Généralement, lorsqu'on dit qu'un utilisateur utilise un VPN, ça veut simplement dire qu'il a acheté un abonnement auprès d'un fournisseur de VPN qui loue ses serveurs aux utilisateurs. Les utilisateurs payent donc un abonnement pour pouvoir se connecter à ces serveurs qui sont souvent situés partout dans le monde. Tor, pour faire simple, c'est un réseau informatique différent d'Internet qui est communément appelé Darknet. Il est accessible par exemple très facilement en installant le navigateur Tor sur le site torfoundation.com et il est construit de telle manière que les connexions des utilisateurs sur ce réseau sont difficiles à tracer, ce qui permet d'augmenter l'anonymat des utilisateurs qui utilisent ce réseau. Des systèmes d'exploitation autres que Windows sont également configurés pour faire passer tout leur trafic via le réseau Tor, comme c'est le cas des systèmes d'exploitation Tails et Unix, on y reviendra par la suite. La virtualisation, c'est une technologie qui va permettre d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation au sein d'une même machine physique. Par exemple, grâce à des logiciels comme VMware ou VirtualBox, il est possible d'exécuter sur votre PC Windows par exemple, un autre système d'exploitation, que ce soit un système d'exploitation Linux, un autre Windows, Tails, Unix, etc. On dit alors que le système d'exploitation, ou OS, installé sur votre machine physique s'appelle OS hôte, tandis que le système d'exploitation invité est appelé OS invité. Il est alors installé dans un environnement entièrement virtuel, ce qu'on appelle une machine virtuelle, ou VM. Ici, dans la situation du cybercriminel, pour aller très vite, afin d'augmenter son anonymat et mieux sécuriser sa connexion entre son PC et le serveur VPS, il va donc pouvoir utiliser Tor en combinaison avec un ou plusieurs VPN. Le schéma suivant montre par exemple comment configurer une situation où le cybercriminel veut utiliser un VPN puis Tor avant de se connecter à Internet. Du coup, pour aller très vite sur ce schéma-là, pour les plus techniques d'entre vous, dans cette situation, le cybercriminel connectera d'abord son OS hôte à son VPN, puis effectuera ses actions à partir de son OS invité. Si son OS invité est un OS comme Unix ou Tails par exemple, alors tout le trafic sortant passera systématiquement par le réseau Tor avant d'arriver à destination du VPS. On aura alors donc bien 2 couches de sécurité supplémentaires données par le VPN et Tor qui sécurisent sa connexion entre son PC et son serveur VPS. Il faut savoir que généralement, les cybercriminels peuvent être amenés à imbriquer plusieurs VPN et Tor afin d'augmenter encore plus leur anonymat. Ils configurent alors des machines virtuelles pour mettre en place ce type de configuration sur leur machine. Je vous montre à l'écran un schéma pour vous montrer un exemple de configuration où un cybercriminel souhaiterait par exemple utiliser 2 identités distinctes, donc identité 1 et identité 2, et pour chacune d'elles 4 VPN et Tor. En dessous du schéma, vous avez le détail de comment le cybercriminel pourrait mettre en place une telle configuration sur sa machine en utilisant notamment le concept de virtualisation que l'on a évoqué juste avant. Je ne rentre pas dans les détails, mais n'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez lire. Cependant, il faut bien préciser qu'en pratique, il est nécessaire de rester à un niveau raisonnable de complexité car plus la configuration est complexe, plus le risque d'erreur humaine est importante. Une fois que le cybercriminel a ajouté ses couches de sécurité, VPN et Tor donc, pour sécuriser la connexion entre son PC et son VPS, il a alors atteint un bon niveau de sécurité qui lui garantit un niveau élevé d'anonymat. La configuration est donc désormais finie et dans cette situation, le cybercriminel peut utiliser le mineur de crypto-monnaie présent sur les machines de ses différentes victimes pour lui générer des revenus. Enfin, pas tout à fait en fait. Il faut également mentionner un dernier point dont on n'a pas encore parlé. Si on repart du début, il faut que le cybercriminel puisse avoir un moyen anonyme d'acheter les différents outils dont on a parlé depuis le départ, à savoir le ou les abonnements au VPN, l'abonnement VPS, le loader, le mineur de crypto-monnaie, le crypteur, etc., etc. Du coup,
comment il va s'y prendre pour acheter ces outils de manière anonyme? Eh bien, on va prendre un exemple qui va s'appliquer partout, ça sera toujours la même chose et ça sera plus simple pour moi de vous expliquer ça avec un exemple. Donc on suppose que le cybercriminel veut acheter un abonnement VPN de manière anonyme. Voici un exemple de méthode qu'il peut suivre pour arriver à ses fins. En guise de première étape, il peut transférer l'argent de son compte bancaire à une plateforme d'échange de crypto-monnaies, par exemple Coinbase, à laquelle est rattachée son identité réelle sur laquelle il achète des bitcoins. Mais il ne peut pas acheter directement son abonnement VPN depuis son portefeuille Coinbase, puisque son identité réelle est rattachée à Coinbase, et de plus, comme on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, toutes les transactions de crypto-monnaies comme le Bitcoin sont renseignées sur un registre partagé à tous les utilisateurs appelé la blockchain. Du coup, s'il achète directement avec son portefeuille Coinbase, son achat sera facilement traçable. Étape 2, il va ensuite créer un ou plusieurs portefeuilles de crypto-monnaies sur des systèmes d'exploitation qui vont maximiser son anonymat, comme par exemple Whonix ou Tails. Il va par exemple utiliser des logiciels comme Electrum Wallet sur l'OS Tails pour créer ses portefeuilles. Son identité n'est alors pas rattachée à ces portefeuilles qu'il a créés. Étape 3, depuis Coinbase, il va envoyer ses bitcoins sur des outils bien particuliers qu'on appelle des mixeurs. Ce sont des services disponibles sur Tor qui vont permettre de brouiller les pistes lorsqu'une transaction en crypto-monnaie a lieu. Généralement, pour brouiller les pistes, les services de mixeurs envoient les crypto-monnaies sur un très grand nombre de portefeuilles créés à la volée et utilisent également des plateformes d'échange pour vendre les crypto-monnaies et acheter des crypto-monnaies neuves. Je vous mets à l'écran quelques exemples de mixeurs que l'on peut trouver sur Tor. Étape 4, lorsqu'il reçoit ses bitcoins sur son portefeuille, auquel je le rappelle, son identité réelle n'est plus rattachée, il peut choisir d'acheter son abonnement VPN directement via ce portefeuille, ou bien, s'il souhaite encore plus augmenter son anonymat, il peut transférer ses fonds sur plusieurs autres portefeuilles en convertissant ses bitcoins en Monero par exemple, le Monero étant une crypto-monnaie privée très difficile à tracer. D'ailleurs, pour convertir les crypto-monnaies entre Bitcoin et Monero et entre Monero et Bitcoin, il existe là aussi des services sur Tor. Je vous mets quelques exemples à l'écran. Voilà, donc maintenant qu'on a vu l'ensemble de la méthode, on va faire une petite synthèse et on va revoir étape par étape la marche à suivre pour appliquer la méthode en partant de zéro. Du coup, en synthèse, si on récapitule, ici, le cybercriminel souhaite monétiser un ensemble de machines compromis, donc un botnet, en utilisant un logiciel mineur de crypto-monnaie pour générer ses revenus. Voici dans l'ordre, étape par étape, comment il peut s'y prendre. Étape 1, il va se créer un ou plusieurs portefeuilles de crypto-monnaies de manière anonyme sur des systèmes d'exploitation qui vont maximiser son anonymat, par exemple Tails ou Whonix. Il va ensuite se transférer des fonds sur ces différents portefeuilles, donc que ce soit du Bitcoin, de l'Ethereum ou du Monero, de manière anonyme, comme on l'a vu juste avant. Il va pour cela utiliser des services de mixeur ou passer par des crypto-monnaies privées comme le Monero. Étape 2, il va ensuite acheter les différents outils et abonnements dont il a besoin à l'aide de ces différents portefeuilles de crypto-monnaies. La bonne pratique étant qu'il va utiliser un portefeuille de crypto-monnaies différent pour chaque achat pour plus de sécurité. Il va donc commencer à acheter un ou plusieurs abonnements auprès de fournisseurs VPN, à savoir que si le cybercriminel choisit d'utiliser plus qu'un VPN, la bonne pratique c'est de choisir des fournisseurs VPN différents situés dans des zones géopolitiques d'influence opposées. Par exemple, s'il choisit d'utiliser 2 VPN, il pourra choisir un fournisseur VPN russe et un second fournisseur VPN européen. Il va ensuite se procurer un loader, exemple SmokeLoader sur exploit.im, un mineur de crypto-monnaie, exemple PureMiner sur HackForums, un crypteur, exemple PureCrypter sur HackForums, ou bien des services de chiffrement manuel, par exemple sur HackForums également. Il va ensuite se procurer un abonnement VPS, exemple CrazyRDP, etc., etc. Étape 3, il va ensuite mettre en place les différentes couches de sécurité, donc en utilisant les VPN et le réseau Tor, comme on l'a vu auparavant, afin de se connecter de manière la plus anonyme possible au VPS.
Étape 4, il va configurer le loader sur le VPS et générer le stub du loader. La 5e étape, il va chiffrer le stub du loader à l'aide du crypteur ou bien faire appel à des services de chiffrement manuels. Ensuite, étape 6, il va répandre le stub du loader chiffré au plus de victimes possible. Chaque victime deviendra alors un bot du botnet. Des dizaines de méthodes pour répandre un tel logiciel malveillant existent. Je vais détailler ça dans une vidéo à part. Étape 7, il va ensuite configurer le mineur de crypto-monnaie sur le VPS et générer le stub du miner. Étape 8, il va ensuite faire chiffrer le stub du miner à l'aide d'un crypteur ou d'un service de chiffrement manuel. Étape 9, il va faire télécharger le stub du miner par les différents stubs du loader qui sont présents sur les machines des victimes. Le loader, je le rappelle, est le logiciel malveillant qui avait pour but de rapatrier sur les machines des victimes le logiciel mineur de crypto-monnaie. Et enfin, dernière étape, étape 10, il va laisser le miner lui générer ses revenus via le minage de crypto-monnaie sur les différents PC des victimes. Du coup, maintenant qu'on a revu en détail la recette à appliquer étape par étape, je vais vous donner quelques ordres de grandeur des gains potentiels auxquels le cybercriminel peut prétendre en suivant cette méthode. En utilisant cette méthode, comme vous l'avez compris, chaque bot du botnet mine de la crypto-monnaie pour le compte du cybercriminel. Pour donner quelques ordres de grandeur, la crypto-monnaie la plus lucrative à miner est l'Ethereum, en utilisant donc les cartes graphiques des différentes victimes. Il faut savoir que pour l'Ethereum, avoir entre 200 et 500 bots minant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec de bonnes cartes graphiques, donc supérieures à des cartes graphiques Nvidia GTX 1000 et quelques, génère entre 1500 $ et 5000 $ par mois. Et également, petite remarque, avoir 200 à 500 bots 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ça revient à peu près, grosso modo, à avoir entre 2000 et 5000 bots au total dans le botnet, puisque les utilisateurs n'utilisent pas leur PC à longueur de journée. En pratique, il faut savoir que c'est assez facile d'atteindre ce nombre de bots, surtout en utilisant certaines méthodes que je vous expliquerai dans une vidéo à part, mais ce qui est plus difficile, c'est de garder ces bots dans la durée. D'où l'utilisation de loaders et de bons crypteurs. Il faut aussi noter que pour maximiser la persistance du mineur de crypto-monnaie sur le PC des victimes, on règle habituellement le mineur pour qu'il utilise environ 50% du processeur de la victime et à peu près 80% de la carte graphique de la victime. Le mineur de crypto est également habituellement configuré pour ne pas miner quand la victime regarde un film ou quand elle joue à des jeux vidéo. Ce sont des paramètres qui seront à spécifier dans le builder du miner avant de générer le stub. Évidemment, de nombreux critères rentrent en compte dans le volume de gains potentiels, comme par exemple la durée de vie des bots, qui dépend en grande partie de la qualité du crypteur, mais également le temps de minage d'un bot par jour, les cartes graphiques des victimes, la valeur de la crypto-monnaie sur le marché, etc., etc. Les avantages d'utiliser cette méthode pour un cybercriminel sont multiples. Tout d'abord, les gains financiers peuvent, comme on l'a vu, être rapidement très importants. Ensuite, le risque de se faire compromettre son identité reste assez faible, si on suit rigoureusement la méthode et si on ne fait pas d'erreur humaine de sécurité à minima. Et puis, on peut se dire que, dans ce cas-là, le cybercriminel n'a pas vraiment de culpabilisation parce qu'il ne fait vraiment aucun mal aux victimes finalement. Il s'agit juste d'utiliser les ressources des machines des différents utilisateurs pour lui générer de la crypto-monnaie. Maintenant que le criminel a généré ses fonds à l'aide de son botnet, il lui reste à laver ses crypto-monnaies pour qu'il puisse les utiliser dans la vie réelle avec du vrai argent. Pour cela, il y a vraiment de nombreuses méthodes qui existent, mais dans le cadre de cette vidéo, on va s'intéresser aux NFT. Du coup, comment le cybercriminel va-t-il s'y prendre
pour blanchir ses revenus en crypto-monnaie générés par son botnet via les NFT? Eh bien, la méthode est vraiment extrêmement simple. Il va suffire pour le cybercriminel de s'inscrire avec son identité réelle sur une plateforme de vente de NFT et de mettre en vente un NFT, disons par exemple pour un Ethereum. Le principe du blanchiment est que le cybercriminel va ensuite s'acheter son propre NFT. Il va utiliser pour cela un portefeuille de crypto-monnaies contenant les fonds provenant de son activité de monétisation de botnet, donc ici via le minage de crypto-monnaies comme on l'a beaucoup détaillé juste avant, et il va utiliser les mêmes outils de sécurité vus précédemment, donc les VPN, Tor, etc., pour acheter le NFT de manière complètement anonyme, en utilisant une autre identité numérique non corrélée avec sa première identité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, plusieurs plateformes de NFT acceptent tout à fait la vente de NFT sans aucune vérification de l'identité de l'acheteur. Et quant aux vendeurs, certaines plateformes payent directement les vendeurs sur le compte bancaire avec des vrais euros moyennant une commission. Avec cette méthode, si le cybercriminel a bien mis en place les couches de sécurité dont on a parlé avant, il est très difficile de faire le lien entre les deux identités, acheteur et vendeur, et de prouver que dans ce cas-là, il s'agit d'une seule et même personne. De plus, en cas de contrôle des autorités, le vendeur peut justifier ses gains en disant que ces gains proviennent de la vente de NFT, en donnant la preuve de ses ventes, en montrant son activité de vendeur sur la plateforme de vente de NFT. C'est vraiment aussi simple que ça. Rappelez-vous qu'il s'agit dans ce cas-là de la première étape du blanchiment d'argent, c'est une étape de prélavage. Je le rappelle, on ne détaillera pas ici les étapes suivantes, brassage, essorage, etc., qui ne sont pas spécifiques au NFT, mais si le sujet vous intéresse, je pourrais faire des vidéos sur le sujet par la suite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche. J'ai vraiment beaucoup travaillé pour produire cette vidéo et pour rendre le plus accessible possible les sujets qui sont quand même vraiment assez complexes. Donc vraiment, je te remercie de ton soutien qui va me donner en plus de la motivation pour continuer à produire ce genre de vidéos. Du coup, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était JB, ciao!